Écoute, il est 14 heures. D'un côté, c'est l'heure de la sieste. De l'autre côté, on est tous les deux complètement crevés parce qu'on était à Anvers, moi ce matin et lui hier. Et on tenait à être au DevFest, donc on a fait l'effort de venir. Mais on ne va pas garder notre sérieux. Oh bah, merci, merci. C'était pas dit pour ça, c'était pour dire qu'on ne sera pas capable de garder notre sérieux. Donc, ça sera... Bon, de toute façon, certains parmi vous nous ont déjà vus en talk et on n'est pas... On n'est pas bien. Voilà. C'est ça que je voulais dire. En gros. Qu'est-ce qu'on fait? On commence? Non, faut... Vous voulez attendre les copains ou on y va? J'attends surtout les go de l'équipe technique. Quand vous voudrez. OK, parfait. Bon, bah, comme je vous disais, on est ici parce qu'on adore les DevFest et parce que quand même, il fallait être là. On était à Devoxx ce matin même pour moi. Donc, je vous demande en avance pardon si à un moment donné, la fatigue se voit un peu trop. Et on va commencer notre talk sur la mixité dans le monde des Web Components. Donc, moi, je m'appelle Horacio González. Le petit accent que vous apercevez peut-être si vous êtes très, très attentif vient du fait que je suis espagnol et presque 20 années à la pointe de la Bretagne et n'ont pas réussi à effacer l'accent. Je bosse dans une petite startup qui s'appelle Citizen Data. On fait une base de données time series, Web 10, open source. Et en même temps, je suis assez impliqué dans la communauté. Et cette année, Google m'a nommé Google Developer Expert en Web Technologies. En gros, ça veut dire que c'est le type de personne qu'ils aiment bien qui parlent dans les confs sur le web en général. Moi, c'est Cyril. J'ai pas d'accent, je suis désolé. J'adore ton introduction. Faudrait que j'ai un accent pour pouvoir le dire en compte. Voilà, c'est ça. Je suis directeur technique front de Sphère, aussi Google Developer Expert. On a été nommés en même temps. On met les mêmes t-shirts, on fait du polymère. On va peut-être se marier bientôt un jour, je sais pas. Ah non, je suis déjà pris, désolé, mon Cyril. Et voilà, pareil, le web, les conférences, les meet-up. Donc, pourquoi on fait ce talk aujourd'hui? En fait, on fait ce talk parce que depuis 2 ans, on a parlé polymère tous les deux un peu partout. On a pas mal bougé. Et on s'est retrouvés dans pas mal de confs avec le même type de talk. En gros, on parlait que les web components allaient être une révolution, que ça allait permettre de... Ça va vraiment permettre de changer la façon comme on développe les applications web, que ça permet de s'affranchir de plein de contraintes, que ça permet de construire des applications front de la même façon qu'on construit des applications back, brique par brique. Donc, on parlait tous les deux, on aimait parler des mêmes sujets, on faisait des talks semblables, et on se retrouvait, on dit, ça serait bien qu'on se fasse un talk ensemble. Bah oui, parce qu'en fait, on faisait les mêmes talks, et du coup, les organisateurs, ils devaient choisir l'un ou l'autre. Et des fois, ils nous proposaient, voilà, c'est un peu embêtant votre histoire, hein. Et on s'est dit, les talks, on les fait sur quoi? Sur polymère, non? Et là, on s'est dit, peut-être pas. On a fait des introductions à polymère, on a fait des ateliers polymère, on a expliqué l'API polymère, on a fait des cours polymère. À un moment donné, polymère, c'est simplement une excuse pour pouvoir parler de web components. Parce que ça soit polymère ou d'autres, ce n'est pas polymère la grande nouveauté. Donc, on s'était dit que cette fois, on allait changer. Et pour changer, Alors, on est quand même obligé, ça va être la partie un petit peu académique de notre présentation. C'est pour ça que je te la laisse. Merci. J'ai des trucs chiants, moi, en fait. On ne s'est pas mis d'accord. Les web components, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est 4 spécifications. Alors déjà, qui a déjà un petit peu joué avec les web components? Ça fait beaucoup plus qu'il y a 2 ans quand j'ai fait les talks ici. C'est ça. C'est bien. Est-ce que c'est à cause d'Horacio que vous avez joué avec les web components? Merci, merci, merci. S'il y a une bière tout à l'heure, j'étais plein une. Donc pour ceux qui n'ont pas encore écouté Horacio, ou moi, en fait, les web components, la promesse, c'est quoi? C'est 4 spécifications proposées par le W3C pour vous aider en fait à apprendre à votre navigateur à utiliser de nouvelles balises. Donc ces 4 spécifications, tiens, je vais prendre la zapette. Voilà, tiens, sinon, te laisse le contrôle. Ces 4 spécifications, elles sont là, c'est les imports HTML, le Shadow DOM, les templates et les custom éléments. Vous pouvez les prendre toutes
un petit peu, celle que vous voulez, mais avec ces 4 spécifications, en fait, on va être capable d'apprendre au navigateur à utiliser de nouvelles balises. Alors, comment on fait? La plus importante, c'est la custom élément. C'est celle qui va permettre de dire, bah, écoute le navigateur, je crée une nouvelle balise. Donc, c'est ce que je suis en train de faire ici, en train de lui dire, j'enregistre un nouvel élément, qui là s'appelle xfoo, par exemple, et je te donne un prototype. Ce qui veut dire que le navigateur, maintenant, quand il va voir dans le HTML cette balise, il saura quoi faire avec parce que vous l'aurez expliqué dans le prototype. Bah, quand tu t'affiches, tu fais ça. Quand on te clique là, tu fais ci. Donc vous avez créé une nouvelle balise. C'est peut-être la plus importante quand on crée en fait, des web components. La deuxième aussi, elle est assez intéressante, c'est ce qu'on appelle le shadow DOM. C'est-à-dire que vous l'utilisez déjà un petit peu sans vous en rendre compte. C'est quand, par exemple, vous avez cette fameuse balise vidéo dans votre page. Vous avez juste un tag vidéo, mais vous voyez bien que derrière, il y a des choses un petit peu plus compliquées. On a des boutons, une timeline. Donc le navigateur, en fait, a derrière cette balise une vraie implémentation. Et ça va nous intéresser, nous, quand on va vouloir faire des web components, parce qu'on veut proposer à notre futur utilisateur du contenu, des fonctionnalités, mais on ne veut pas forcément que ça soit exposé, que ça soit compliqué. Et le shadow DOM, ça va nous servir à ça va nous servir à encapsuler une partie du DOM dans notre nouveau composant et le masquer à l'utilisateur. On va masquer le contenu en termes de balises, mais on va aussi masquer, c'est ça qui est très intéressant, toute la CSS. C'est-à-dire que la CSS qui sera dans ce shadow DOM ne sortira pas de ce shadow DOM, donc aucun risque d'effet de bord avec le reste de ma page. Après, ce qui va nous servir beaucoup aussi dans les web components, c'est ce qu'on appelle les imports HTML. C'est-à-dire que c'est très bien, je fabrique un web component, je mets tout dans un fichier, mais comment Horacio peut utiliser mon fichier? Je lui donne une adresse, un fichier HTML, et dans sa page, on a maintenant une nouvelle balise link avec un attribut rel import, et en mettant une adresse qui pointe vers un fichier, on a maintenant accès à notre composant HTML. C'est un peu la notion de package dans le monde des web components. Et la dernière spécification qui va nous servir, c'est le template. Alors le template, c'est plutôt assez commun maintenant. La plupart des navigateurs l'implémentent. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire, mon web component, je vais lui définir un template. C'est une zone HTML qui ne va pas être exécutée par le navigateur, qui ne va pas être interprétée. Mais moi, quand j'en ai besoin, quand mon composant va vivre, je vais aller piocher dans ce template des bouts de HTML et je vais les rendre vivants, les insérant dans ma page. Donc voilà, avec ces 4 spécifications, je suis maintenant armé pour créer de nouvelles balises. Mais en fait, le problème aujourd'hui, c'est pour ça on parlait beaucoup de polymères, c'est que nos 4 spécifications, le support est très inconstant selon les navigateurs, et en gros, ça marche plutôt bien dans Chrome. Certaines spécifications sont implémentées dans Firefox, et pas du tout dans IE, et pas du tout dans Safari. Du coup, en fait, c'est un peu ça qui peut peut-être faire un frein sur les web components, parce qu'on ne peut pas, la promesse est alléchante, mais on ne peut pas les utiliser telles quelles. En tout cas, pas si on veut les faire tourner sur tous les navigateurs. Du coup, en fait, l'idée, c'est de se dire, il y a maintenant des polyfills, donc des librairies qui simulent, en fait, qui vont tester si la fonctionnalité existe sur votre navigateur, et si elle n'existe pas, elle vous propose un patch. Et l'idée, c'est qu'on a maintenant des polyfills très puissants qui vous garantissent que les web components que vous allez créer en utilisant les spécifications vont tourner sur tous les navigateurs. Et ça, c'est peut-être la slide la plus importante de notre talk. Donc si vous avez des photos à faire, des tweets à faire, c'est vraiment le point, je pense, le plus important de tout ce qu'on va raconter. C'est qu'on fasse du polymère, qu'on fasse du Xtag, qu'on fasse du... Toi, tu fais quoi? Du skate, Bosonic, peu importe. En fait, le gros intérêt des web components, c'est qu'on est en fait en train de créer des composants. On est en train de créer des éléments HTML. Et en fait, c'est ça la force, si vous voulez, des web components, c'est-à-dire que on s'en fout de l'implémentation de polymère, de Xbosonic et tout ça. L'idée, c'est que moi, en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir prendre un web component fait de n'importe quelle technologie et pouvoir le mettre dans ma page s'il répond à un besoin. C'est un peu, si vous voulez, vous faisiez des plugins jQuery. Vous aviez besoin à l'époque d'un slider ou d'un carrousel. Le réflexe, c'était de chercher le plugin jQuery et vous l'instancier dans votre page. Là, on va pouvoir faire la même chose avec nos web components, mais encore au plus près du navigateur avec de la sémantique. C'est-à-dire qu'on va avoir des balises. On pourra avoir demain une balise carrousel, une balise date picker, et je mets la balise, je le configure avec des attributs,
et j'écoute des événements. C'est un élément HTML comme un autre, en fait. Et c'est ça qu'on veut vous montrer aujourd'hui. Mais pourquoi déjà? Vous êtes maintenant avec votre toute nouvelle appli Angular 2, vous êtes content? Vous savez, votre vieille appli, un truc machin bidule, vous n'avez pas le budget de la migrer. C'est quoi l'intérêt des Web Components pour vous en tant que développeur, concrètement? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le framework JavaScript, il y a une palanquée, il y a trois nouveaux frameworks chaque semaine, il y a 3 qui changent de version chaque mois, certains meurent, d'autres se transforment. Et vous, à un moment donné de temps, vous allez choisir une techno pour votre appli. Et vous allez vous la trimballer pendant des mois, des années. Et c'est là qu'à un moment donné, vous allez dire, bon, il va falloir que je migre au nouveau framework ou à la nouvelle version de mon framework. Et mince. Pourquoi je me suis intéressé au Web Component? Un petit peu d'histoire personnelle, parce que j'ai eu besoin. J'étais vraiment un fan d'Angular quand Angular est sorti. J'ai fait beaucoup d'Angular. Il y avait des composants de data visualisation très complexes. Donc, on me demandait, bon, il faut faire un nouveau dashboard. Bon, pas de problème, je vais faire quelques directives. Hey, il faut faire un autre composant graphique. Bon, j'ai fait une autre directive qui va bien, j'ai une super bibliothèque de directives. Sauf quand je me suis pris le mur en pleine face à toute vitesse. Quand mon chef m'a dit, oui, maintenant il faut faire un autre composant. Bon, t'inquiète, je vais sortir ma directive. Et en fait, non. Le type en question utilise une appli en React. Il n'est pas question qu'il mette de l'Angular dans son React. Mince. Bon, je vais recoder ça en React. Et comme Cyril peut vous dire, je suis une quiche en React. Et il me dit, mais attends, en fait, il y a un autre type qui nous a demandé, grosso modo, le même composant, sauf que lui, il l'utilise dans des vieilles pages statiques en mode wiki. Donc, si tu le recodes en React, n'oublie pas de le recoder en Vanilla LES, parce que sinon, il ne va pas marcher. Et là, je me suis rendu compte qu'au rythme auquel JavaScript avançait, j'allais devoir recoder mes composants au moins une fois par mois. Et je n'avais pas envie. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu que j'avais vu une conf sur le Web Component et j'ai dit, waouh, c'est ça qui peut me sauver. En gros, vous savez, votre appli Angular 1, vous avez investi du temps et de l'argent à faire des directives. Et maintenant, ils vous sont sortis Angular 2. Et votre directive, vous pouvez le prendre, jeter à la poubelle et recoder de beaux composants Angular 2. Vous allez le faire, sûrement, c'est très bien. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine quand Angular 3 sortira ou quand vous voudrez basculer vers les nouveaux frameworks de la mort qui tue? Vous allez prendre vos composants Angular 2 tout frais, tout recodés et les jeter à nouveau à la poubelle? Nous, notre message, c'est si vous faites des Web Components, avec la techno que vous préférez, polymère, pas polymère, mais vous faites des Web Components, ils vont marcher aujourd'hui dans votre appli Angular, ils vont marcher dans votre appli Angular 2, ils vont marcher dans 2 ans dans le nouveau framework de la mort qui tue, parce que c'est un standard W3C, et grâce à l'encapsulation dont Cyril a parlé, tout ce que vous allez faire, les bibliothèques que vous utilisez, la façon de faire va être encapsulée à l'intérieur. Tu vas pouvoir les mettre dans ton appli à côté d'autres components, à côté de quelques directives natives legacy que vous n'avez pas encore migrées, et tout va pouvoir parler ensemble. Et c'est le message qu'on veut faire passer. Sauf que je ne vais pas passer 50 minutes à répéter ça, ça serait un peu bête. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire passer ce message-là? Ah, tu avais une slide là-dessus. Oui, j'avais les slides tu l'as pas dit. Pour parler. Je te dis, je suis un peu fatigué, vous comprenez quand même. Alors, c'est moi là? C'est toi là? C'est moi. Parce que quand je vous dis ça, on me demande souvent à la fin de la conf, ouais, ton truc est chouette, mais est-ce que ça marche dans la vraie vie? En même temps, il y a une slide. Est-ce que c'est trop joli pour être vrai? Ah non, t'avais ça aussi, t'as pas dit? Non, ça c'est toi plutôt. C'est moi ça? Ouais. Non, mais ça, je vais pas le dire. Alors, avant de commencer, on va vous expliquer ce qu'on va faire, mais j'aimerais faire un petit sondage pour essayer de voir l'audience. Qui fait du Angular 1 dans la salle? Oh la vache! Vous savez que dire qu'on fait du Angular 1, c'est vintage aujourd'hui. Hein. Angular 2, un peu moins. React. Ah, ça commence à faire. D'accord. Un autre, Vue.js. Qui fait des applications web, au fait? C'est peut-être la question à poser. Ouais. Bon, vous êtes au bon endroit. Alors, on s'est dit avec Horacio, comment on peut montrer... Parce qu'on a, tu l'as dit, on a beaucoup parlé de polymère. Nous, on est
très motivé, c'est un sujet qui nous passionne, mais comment on peut vous montrer que ça marche pour de vrai? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Horatio, on l'a fait dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on a des projets... Et des applications avec des vrais clients, des clients qui payent et tout, quoi. Parce qu'un client qui ne paye pas n'est pas un vrai client en général, quoi. Et ces applications marchent. Oui. Sans trop de hacks. Et c'est ce qu'on voudrait vous montrer aujourd'hui, en fait. Donc, on a un projet fil rouge, une espèce d'application qu'on utilise chez Sphere qui permet de retrouver les collaborateurs, de voir leurs informations. Et c'est un peu notre to-do MVC à nous. Et du coup, on a fait une implémentation de ce projet en Angular 1, Angular 2 et React. Merci, tu m'as beaucoup aidé pour le React. C'était très sympa. Et ce qu'on se propose de vous montrer, c'est, voilà, on a des projets qui sont assez représentatifs de ce qu'on pourrait être amené à faire dans la vraie vie. Et on va essayer de mettre petit à petit des web components dedans. On ne parle pas de framework, on ne parle pas d'implémentation. On va plutôt essayer de répondre à des besoins. À un moment donné, j'ai un besoin et le web component peut m'aider. Ouais. Pardon? Et donc, on commence. C'est là que la conf, jusque-là, c'était très carré. On avait des slides, on s'était partagé. Là, ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà, on s'était dit, autant partir, commencer par la base, Angular 1. Alors, donc il y a pas mal de gens parmi vous qui font du Angular 1. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà mon application. Mon application, pour l'instant, elle me fait juste afficher mes collaborateurs. Et ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer déjà un web component pur, comment ça se travaille, à quoi ça ressemble. Donc j'ai créé ici, vous voyez en haut, ce petit LOL avec une petite croix là. L'idée, c'est de dire, ça c'est un espèce d'Hello World en web component. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors là, vous n'allez rien voir normalement. Si, on voit? Tu peux faire plus grand ça? Voilà. Voilà. Alors, un web component pur, en utilisant les 4 spécifications dont je vous ai parlé, à quoi ça ressemble? C'est un template. Ça, c'est assez. L'idée, c'est d'avoir tout dans le même fichier. J'ai mon template HTML, j'ai mon JavaScript et mon fichier est autonome. Donc là, j'ai bien mon template HTML qui représente ce fameux LOL. Et je vais avoir un petit bout de JavaScript qui va permettre de dire au navigateur comment se comporte ce composant. Alors ce composant est assez trivial, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le code que vous avez à manipuler pour le faire s'afficher. Comment ça marche un template? Je le récupère, je le clone et je le mets dans du Shadow DOM. Ça, c'est la méthode de création de mon composant, ce qui permet de dire, voilà, maintenant mon composant, il est ici dans le HTML. D'accord? Et enfin, je vais avoir d'autres méthodes. Donc, par exemple, j'ai une callback attribute change qui me permet de dire, quand un attribut change sur mon composant, voilà ce que tu dois faire. Rappelez-vous, on a dit qu'un composant, c'est une API, c'est des attributs et des événements. Pourquoi des attributs et des événements? Parce que le modèle web component se base sur une idée. Le monde extérieur communique avec les composants en mettant des valeurs aux propriétés, aux attributs. Il va introduire les informations. Et le composant, il va soit communiquer avec l'extérieur en changeant les valeurs de ses propriétés, soit en sortant des événements. Et il n'y a pas une autre interface entre le monde extérieur et les composants dans le modèle de base. On met des propriétés, le composant il reçoit ces attributs-là et il les modifie, et quand il veut sortir quelque chose, il lance un événement où il modifie la propriété. Alors, la dernière chose à faire, c'est dire, je dois dire à mon navigateur, j'ai créé une nouvelle balise qui s'appelle userLink. Tu sais quoi faire parce que je t'ai passé le prototype. Donc après, dans mon application Angular, comment je vais l'utiliser, ce composant? Je l'utilise comme une balise. C'est-à-dire que vous voyez ici, j'ai ma fameuse balise userLink. Dans la mesure où j'ai importé, pardon, c'est celui-là, mon fichier qui décrit mon composant, je peux l'utiliser maintenant comme une balise. Donc ça, c'est la première démonstration pour vous montrer qu'on peut créer des composants en Vanilla.js et les utiliser dans une application Angular. Mais bon. Il est combiné avec des directives classiques comme les MDIcon qu'il y a un peu plus bas, que c'est une directive Angular pure. C'est pas très parlant quand même. Donc ce qu'on peut vous proposer de faire, c'est un composant qui a un petit peu plus de sens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Horatio? Je pense que ton appli a besoin d'une authentification. Après tout, tu ne vas pas laisser tout le monde voir les adresses mail de tes potes, non? C'est ça. C'est bien que tu me dises ça parce que j'ai justement un composant qui permet de faire de l'authentification. Punaise, ils vont penser qu'on l'a préparé et tout. Alors,
Alors d'abord, pour mettre en place l'authentification, vous connaissez, on va faire un petit peu d'Angular. Donc je vais rajouter une route. Ah bah elle est là, nickel. La route login qui affiche ma page login HTML et qui lance mon contrôleur login controller. Donc ceux qui font du Angular 1 voient à peu près ce que je veux faire. Cette fameuse page login, pour l'instant, elle ne contient rien, elle contient juste un petit texte login. Donc je vais vérifier que ça marche, parce que ça ne marche jamais. Donc là, voilà, je me log. Et j'arrive sur cette fameuse page login. Donc moi, ça tombe bien, j'ai un composant d'authentification. Alors, je fais une petite parenthèse, parce que c'est un vrai composant qui a été créé donc, chez un client. Et pourquoi on l'a fait en Web Component? C'est parce que ce client avait une brique d'authentification transverse à tous ses projets. Et il avait des équipes qui codaient en React, des équipes qui codaient en Backbone, des équipes qui codaient en Angular 1 et d'autres en Angular 2. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de transverse sans avoir à le réutiliser? Juste comme on vous disait tout à l'heure. Non, mais il y a une logique dans notre discours, il ne faut pas croire. Alors, regardez la magie de la snippet. Hop. Ouais, parce que je suis très mauvais en live coding. J'ai donc ce fameux composant, donc c'est une balise qui s'appelle frflogin et qui prend un attribut en entrée qui est la login URL, parce qu'il faut lui dire où il doit se loguer, et qui balance un événement pour dire le login s'est bien passé. Donc comment je vais... Alors déjà, est-ce que ça marche dans Angular, ça? Faut que je sauvegarde, c'est ça, oui. Voilà. On a cette fameuse balise. Alors vous allez me dire, ok, la démonstration pour mettre 2 champs de saisie et un bouton, c'est pas tip-top. Mais il faut voir que c'est un composant qui est plus évolué que ça. Le composant, on peut changer le mot de passe, on peut reset le mot de passe, il y a des écrans qui s'enchaînent, mais peu importe. Il y a une complexité, mais qui est masquée à l'utilisateur. Et du coup, est-ce que ça va marcher? Alors, avec Angular 1, comment je vais lui passer la login URL? J'utilise alors je ne sais plus comment je l'ai appelé sur le contrôleur, je l'ai appelé login URL, c'était logique. Je lui passe cette fameuse login URL. Et là, ce data binding, c'est un data binding Angular 1, tout ce qu'il y a les plus classiques. Alors là, est-ce que ça marche? Si je me log, j'essaye de me loguer, alors ça a marché, c'est-à-dire que la mire de temps s'est effacée pour dire que le login s'est bien passé, mais je n'ai pas encore récupéré l'événement d'Angular 1. Donc comment je récupère? Le problème, c'est que c'est un... Comment on fait des clics dans Angular 1? Par exemple, on a des ng-clics, des choses comme ça, parce qu'Angular, il n'est pas capable d'écouter les événements natifs. Un événement arbitraire, c'est-à-dire il connaît l'événement clic, il connaît d'autres événements, mais là il faut expliquer que c'est que le composant a lancé un événement métier à lui. Comment est-ce qu'on dit à Angular 1 d'écouter un événement quelconque? Continue, je ne suis pas prêt là. En gros, ça semble quelque chose de trivial, mais dans la logique très opinionnée d'Angular, ça ne rentre pas dans le modèle. Ce qu'on a fait, c'est une petite directive qui permet d'écouter des événements quelconques. Ce n'est pas que pour le cas de Web Component, mais dans notre cas, c'est très pratique parce que ça permet que tout événement remonté par notre composant soit écouté d'une façon semblable à si on avait une balise ng quelque chose pour ce composant. Je suis prêt. Oh là là, on ne me laisse même pas parler. Alors, donc justement, il l'a dit, il m'a un peu spoilé. On a cette fameuse directive bind polymer event. Donc l'avantage, c'est là qu'on a dû hacker un petit peu pour faire marcher les web components dans Angular 1. Mais l'avantage, c'est que cette directive, vous l'écrivez une fois pour toutes et elle est assez générique pour marcher dans tous les cas. En fait, vous ne l'écrivez pas, c'est sur GitHub, mais si vous voulez la réécrire, vous êtes cordialement invité. Et que fait cette directive? Là, je lui dis, je m'intéresse à l'événement login success. Du coup, elle va mettre un event listener sur l'élément. En gros, c'est tout. Et du coup, maintenant, je lui dis, le login success va bien déclencher ma méthode login dans mon contrôleur Angular. Donc là, je regarde, tac, tac, et paf, ça marche. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on disait que c'était... Vous pouvez applaudir, parce que c'est quand même... Merci. Non, mais j'en vois qui dorment et tout, ça va réveiller les autres, comme ça va être sympa. Ce que je voulais vous montrer dans le contrôleur, ce qui est sympa, c'est qu'on manipule vraiment un événement. Donc c'est l'événement que j'ai passé à ma méthode. Et après, je rentre dans l'API de mon composant. C'est-à-dire que mon composant me passe une propriété user info, qui est une méthode get, peu importe, c'est l'API de mon composant et je manipule comme n'importe quel élément HTML. Donc ça marche bien du coup. Vous voyez ici, j'ai une petite map. Ah non, ça a l'air de ne pas marcher ta map.
Non, ça marche pas. Parce que j'ai été trop optimiste, en fait, et je me suis dit, vu qu'on peut mettre des web components partout, je me suis dit, je vais mettre une Google Map. Donc, vous voyez le code au tableau. Et j'ai juste repris la balise Google Maps, le web component de Google Maps, et je l'ai mis comme une balise, et j'ai commencé à mettre du data binding dessus. Et là, ça marche pas, et j'ai besoin de toi. En fait, pourquoi ça marche pas? Parce que Angular, il est quand même assez caractériel. Au moment, surtout Angular 1, il commence à faire des manipulations dans les DOM, mais il les fait d'une façon très particulière. Donc, à un moment donné, il va commencer à remplacer tous ces accolades, tous ces ng repeat, tout ça, et il recrée les DOM. Sauf qu'il les fait de son côté. En gros, il ne prévient pas. Le composant Google Maps qui était fait là, c'était un des premiers web components que Google avait fait. Et donc, lui, il s'attend à qu'au moment qu'il instancie, les valeurs soient là. Et il essaye d'instancier l'API Google Maps. Sauf qu'au début, Angular l'envoie des chaînes avec des accolades et des trucs comme ça. Et là, lui, il ne sait pas quoi faire et il part en erreur. Donc, pour ce type de cas, il y a deux petites choses à faire. Une première chose à faire, c'est dire au web component d'utiliser les vrais modèles Shadow DOM. Parce qu'avec les polyfills, on est souvent dans un Shadow DOM light pour raison de performance. Là, on veut vraiment, on est forcé, à cause d'Angular, d'écouter les vrais Shadow DOM et d'écouter tous les changements qui se passent. Donc, je pense que pour ça, côté index HTML, il faut dire à Polymer, dans notre cas, ou à la bibliothèque de composants qu'on utilise, d'utiliser les vrais Shadow DOM. Et ensuite, il y a un autre problème. Ton composant Google Maps, il a à l'intérieur d'autres sous-composants Google Marker. Et il y a une balise ng repeat. La balise ng repeat va remplacer ces marqueurs uniques par autant de marqueurs qu'il y a de personnes en people. Sauf que ça se fait une fois qu'Angular a chargé, qu'il s'instancie, qu'il a calculé la valeur de people, et après, il va essayer de mettre à jour la map. Les composants Google Maps, comme je vous dis, c'était un des premiers arrivés, il s'attend à que tout soit prêt au démarrage. Et là, même si on écoute le vrai DOM, la map s'afficherait, mais le contenu, non. En fait, d'ailleurs, on va tester si la map s'affiche. C'était bien ici? Ouais. Je suis une quiche en React, mais je suis aussi une quiche en Mac. Mais au moins, là, ça s'affiche, vous voyez. On a réparé la map, mais on n'a pas de marqueur. Donc, pour ça, on fait quelque chose qu'on fait très souvent quand on veut, par exemple, prendre une bibliothèque qui n'est pas web component et l'utiliser comme un web component. On va envelopper le code, dans ce cas, les composants Google Maps, dans un web component qu'on va faire spécifiquement pour ça. Ça semble compliqué? Au fait, non. C'est relativement simple. Même, voir des exemples. Bon, je vais d'abord montrer les composants. Pardon. Excuse-moi, j'interviens. Ah, voilà. En gros, je me fais un composant que j'appelle un wrapper pour les maps qui va être sûr que rien ne bouge à l'intérieur tant qu'Angular ne s'est pas décidé. En gros, je passe un observeur, un listener, sur les propriétés que Angular me passe. Et je dis, tant que ça ne s'est pas stabilisé et a de vraies valeurs, pas de chaîne avec accolade à la noix, tu ne fais rien. Et une fois qu'Angular a réussi à stabiliser son lieu, voilà mon composant, celui qui appelle Google Maps avec ici un data binding polymère, mais qui vient de data binding introduit par Angular, et les marqueurs, plutôt qu'avec un ng repeat, avec un DOM repeat, que c'est l'équivalent polymère. En gros, j'ai enveloppé mon composant Google Maps dans un enveloppe à moi qui est sûr que nettoie ce qu'Angular l'envoie. Et donc, pour ça, comment est-ce que je l'utilise? Ça ne change pas énormément. Non, c'est dans la vue plutôt. Plutôt qu'utiliser les Google Maps natifs, je déteste un Mac. Il y a eu un point d'exclamation. Merci. Merci, mon cher assistant. Et donc... Tu veux que je fasse? Non, bon. Il faut que je m'habitue. Un jour, quand je serai grand, j'aurai un Mac, peut-être. Et bravo. Voilà. Et là, tous les marqueurs sont arrivés.
Alors, là, il faut que tu parles un peu parce que j'ai des trucs voilà. à faire. Mais tout le monde sait qu'Angular 1 est has-been. En fait, Qui pense qu'Angular 1 est has-been? et en fait, voilà, comment est-ce qu'AngularD se comporte par rapport au Web Component? Voilà la bonne nouvelle qui s'applique à la plupart des frameworks qui ont apparu les 24 derniers mois, c'est que ça se comporte beaucoup mieux. Les hacks que vous venez de voir ne sont pas nécessaires dans la plupart des frameworks modernes, parce qu'ils sont eux-mêmes une structure en composant, et surtout parce que les manipulations DOM, ils le font vraiment dans les DOM la plupart, soit directement, soit après via un virtual DOM qui arrive dans un vrai DOM, mais ils arrivent à manipuler les vrais DOM et à placer des valeurs dans les propriétés et écouter des événements natifs. Et donc, dans ces cas-là, la plupart des choses qu'on a eu besoin de faire, on n'a pas besoin. Il suffit d'utiliser les composants tels quels. La preuve. Alors, on va reprendre donc, nos 3 exemples de composants. Donc, ce fameux petit Hello en pur Web Component, notre fameuse mire d'authentification et cette fameuse Google Map. Donc, j'ai toujours mon authent qui marche. Et vous voyez en haut, j'ai ici mon petit Web Component natif qui marche aussi. Alors, comme l'a dit Horatio, excuse-moi, je cherchais ton prénom, je suis fatigué aussi. Angular 2, ça a été beaucoup plus simple à mettre en place. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Est-ce que tu te souviens, la petite manip? Il y a seulement une chose à faire, comme on a fait tout à l'heure, dire à Polymère ou à la bibliothèque des composants d'utiliser les vrais Shadow DOM. En fait, cette histoire de dire à la bibliothèque d'utiliser les vrais Shadow DOM, c'est quelque chose qui d'ici 3 à 6 mois va disparaître. Parce que la bonne nouvelle de cette présentation aussi, c'est que récemment, tous les fabricants de navigateurs, Safari compris, ont annoncé qu'ils implémentent la version 1.0 de Shadow DOM et de Custom Elements, de ces deux piliers. Et ça veut dire que par défaut, tout sera un vrai Shadow DOM et l'API pour créer des éléments customisés sera uniformisé sans polyfill dans tous les navigateurs. Mais en attendant, il faut déjà dire Angular, mon cher Angular, si tu vois des valises que tu ne connais pas, tu ne vas pas me sortir une erreur, tu regardes, c'est peut-être décrit par d'autres bibliothèques que toi. C'est là qu'on dit, schéma, il va y avoir des éléments customisés que tu n'as pas besoin de connaître. Donc si tu vois des valises que c'est des composants AngularD, ok, tu contrôles. Si tu vois des valises que tu ne connais pas, tu laisses les navigateurs s'en occuper. Et donc, c'est tout à fait ça. Maintenant, j'ai mon composant login. Donc, regardez, là, je l'utilise vraiment, et ça, c'est la force d'Angular 2, comme un composant HTML comme un autre. C'est-à-dire que je fais du binding, du property binding, sauf que là, mon composant, il attend en entrée des attributs, pas des propriétés. Donc, j'indique à Angular que c'est bien l'attribut sur lequel je veux mettre un binding en place. Et vous avez vu, j'écoute un événement, login success, comme si j'écoutais un clic sur un bouton. Ça veut dire que tu n'utilises plus ta directive que tu avais fait pour l'autre? Ben non, mais on ne peut pas faire des directives en Angular. C'est peut-être pour ça que tu ne l'utilises pas. Voilà. Ça a été la grande surprise, effectivement. Angular 2 se rapproche des standards et du coup, à part la fameuse annotation custom élément schéma à mettre en place pour pas qu'il vous crache des erreurs, parce que sinon il va vous dire frf login, je ne connais pas ce composant. Là, ça marche et c'est assez naturel en fait. Du coup, on peut regarder, je crois qu'on a fait des hacks pour la map, je me souviens plus, non? Regardez. Je me souviens plus, la map. People. La map. Ah bah non, c'est encore mieux. Bah ouais. La map, vous voyez, on a utilisé la balise. Et ce qui est intéressant, c'est que ces fameuses itérations qu'on voulait faire pour chaque personne, en fait, on a même pu directement sur le Google Map Marker utiliser le ngFor de Angular et binder sur l'attribut latitude, l'attribut longitude, etc. L'attribut open qui permet de dire si le Google Map Marker doit être ouvert ou pas. Et normalement, si on ne pipote pas, ça marche relativement bien. En fait, ça marche pour cet exemple-là, ça marche pour la plupart des petits hacks qui étaient nécessaires pour l'Angular 1. Depuis que j'ai commencé à faire parce que j'ai fait souvent des squelettes d'appli en AngularD et à l'intérieur, tous ces composants, ma vie est devenue beaucoup plus simple que quand j'ai fait la même chose en Angular 1. Vraiment, les choses qu'il fallait faire, des petits coups de tournevis par-ci, par-là, se sont résolus d'une façon naturelle, comme disait Cyril. Ils ont vraiment ramené les frameworks AngularD beaucoup plus proches de ce qui est le standard dans les navigateurs.
Mais bon, Angular 2, c'est bien joli. Mais tu sais, moi, j'ai toujours mon frustration de ne pas être bon en React. Donc, est-ce que tu serais capable de faire un truc semblable en React? Ok, c'est quand même un comble que ce soit moi qui fasse du React. Bah écoute, à un moment donné, il faut que quelqu'un Alors, React, s'y attaque. Vas-y, parle là, il faut que je trouve. Donc, avec React, l'idée, c'est la même. Nous, on a des composants qui sont faits d'une façon plutôt déclarative, comme nos composants polymères, des composants qui sont faits en suivant pile poil les spécifications, comme les composants Hello. On l'a testé aussi avec d'autres bibliothèques, des composants qui utilisent d'autres modèles, comme Skate.js qui utilise un Virtual DOM. Est-ce que tout ça, ça va pouvoir entrer dans un framework qui est quand même assez particulier dans sa conception, qui ça s'éloigne beaucoup d'Angular? Parce que mine de rien, on dit les web components. C'est bon, j'ai fini. Donc voilà, qu'est-ce que Cyril a pu faire en React? Alors avant, est-ce qu'on vous a convaincu? Parce que si on vous a convaincu, on peut peut-être s'arrêter là. On n'est pas obligé de montrer React. Qui est convaincu? Qui veut voir React? Ok. Merci. Parce qu'en fait, il dit qu'il est mauvais en React, mais moi, je sais juste qu'il y a une méthode render. C'est ça qui fait que je suis meilleur que lui, en fait. Je ne suis pas beaucoup meilleur que lui en React. Alors, en React, React, ce qui est intéressant, c'est que React, c'est un framework aussi qui est orienté composants. Donc, on pourrait naturellement penser que nos web components pourraient se positionner assez naturellement dans l'arbre de composants de React. Et c'est presque ça, en fait. L'inconvénient, c'est que React, il a son virtual DOM. Et du coup, avant d'afficher quelque chose dans le vrai DOM, il passe sur les éléments. C'est ça qui nous embête. Et avec les éléments qu'il ne connaît pas, on a des fois des surprises. Donc vous voyez, là, j'ai ma même petite appli. Donc j'ai toujours ma mire d'attente. Alors, tu devais corriger ça, le truc vert. Tu n'as pas corrigé, c'est pas bien. J'ai mon authentification qui fonctionne. J'ai mon petit composant en haut, c'est le même, vous pourrez voir le code, on n'est pas en train de vous pipoter. Et j'ai ma map, qui est ma Google Map, qui fonctionne dans React. Alors comment on a fait ça? La première chose, on va regarder avec l'authentification. Alors attendez, je reviens sur mon projet React. React, paf, les composants et les pages. Alors, vous voyez, j'utilise dans un composant React cette fameuse balise FRF login. Et je l'utilise à la syntaxe React. Je fais une ref dessus. Comme ça, alors pour ceux qui ne connaissent pas dans React, le ref, ça va me permettre de récupérer une référence sur l'élément du DOM si je veux le manipuler après. Et vous voyez, je suis capable de lui dire le login URL avec le binding React, c'est cette variable. Et quand il y a un événement login success, tu m'exécutes cette méthode. Ça ne marche pas si je ne fais pas un petit quelque chose avant, que vous allez voir là. J'ai besoin d'une librairie tierce. Aujourd'hui, c'est React Polymer, mais peu importe. C'est un peu comme notre fameuse directive qu'on avait dans Angular 1. En fait, j'ai besoin d'apprendre à React que cette balise-là, elle a en entrée un attribut qui s'appelle login URL et qu'il est capable de générer un événement qui s'appelle login success. Mais une fois que j'ai fait ça, en fait, React me donne la main et mes attributs vont être setés et mes méthodes vont aussi fonctionner. Donc, cette librairie, on l'a utilisée pour la mire d'attente. Comment on a un autre exemple qui est intéressant? Comment je suis arrivé là, moi? Je crois que tu as fait un gros zoom. Ouh là là. Bon, tu sais quoi? Regarde. Hop. 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 Super. Un autre exemple, ça va être avec le Web Component, parce que la librairie que je vous ai montrée, React Polymer, on sent bien que c'est une librairie qui bind du polymère à du React. C'est un peu l'idée. C'est l'idée. Et mon Web Component, il n'était pas du tout en polymère. Comment j'ai fait pour ce Web Component? Là, j'ai utilisé en fait mon composant comme un élément du DOM. C'est-à-dire que, vous voyez, il est ici, le user link, il a une référence, et pour écouter son événement, dans le component did mount, ici, je récupère la référence de mon élément et je fais un add event listener dessus. Donc là, c'était une autre façon d'écouter un événement sur un web component. En fait, si sur l'application Angular de tout à l'heure, plutôt que faire une directive, on faisait à la mano de add listener, ça marchait aussi. Parce que les composants, quand ils remontent de ces événements, c'est des événements natifs navigateurs. Notre directive, notre add directive,
ça permettait simplement de les rendre d'une façon plus angulaire. Donc, à listener, ça marche toujours quand un événement est émis par un composant. Est-ce qu'on avait fait un truc pour la map? Je me souviens plus. Bon, je pense qu'on avait fait la même chose. Map, user map. Oui, non, la map, il n'y avait rien de particulier. La map, elle ne remonte pas d'événements. Et la map, la seule chose, c'est qu'on va introduire comme contenu quelque chose, le render user. Et c'est, j'imagine que dans ce render user, que tu vas mettre tous les marqueurs. C'est ça. Enfin, ça a l'air d'être logique. Le render user, je vais boucler sur mes utilisateurs et je vais créer une balise Google Maps. Et là, mes faibles connaissances de React, on voit que c'est fait vraiment dans une logique assez React et qu'il n'y a pas de hack particulier pour mettre ces composants-là en application. Alors, il nous reste du temps là? Il nous reste du temps, même si je pense qu'il y aura des questions, il nous reste un peu de temps. Est-ce que tu n'avais pas une appli polymère que tu voilà, montrais? Tout ça c'est très joli, mais moi, quand j'ai fait mes applis à moi, je préfère la faire tout en polymère. Là, c'est le côté, je me sens très à l'aise avec le framework, et en plus, ça me permet d'avoir un truc plus minimaliste quelque part. Attends, comment ça se lance polymère? La dernière fois que j'étais venu ici, quand après j'avais discuté avec des gens, on m'avait dit « Ouais, tes composants polymères sont sympas, mais comment est-ce que tu fais une appli ?» En polymère. Non, mais attends, Horacio. Et le routage? Tu prends ta bibliothèque de routage favorite en JavaScript et tu l'enveloppes dans un composant. Non, mais Horacio, et comment est-ce que tu fais pour la gestion des machines? Tu prends ta bibliothèque favorite et tu l'enveloppes dans un composant. Et comment est-ce que tu fais pour déclarer les différents... Non, non. Et toutes les réponses que je pouvais donner, c'était « tu fais des composants pour tout ». Sauf que les gens n'étaient pas dupes, c'est faire une appli avec ça, ça doit être compliqué. Oui, mais ça se fait très bien. Et jusqu'à cette année, la réponse que je pouvais donner, c'est « oui, mais ça se fait, fais-moi confiance ». Cette année, il semblerait qu'enfin, Google s'est rendu compte que s'ils veulent que Polymère soit pour quelque chose d'autre que pour faire des composants isolés, il faut qu'ils développent un vrai toolkit. Donc, au mois de mai, ils ont sorti un toolkit, un Polymère toolkit qui permet enfin de faire de vraies applications polymères avec une réponse concrète à toutes ces questions-là. Et le routage, et le layout global, et comment est-ce qu'on fait pour les composants typiques, les menus machin, les menus latérales, et les côtés responsifs. Bon, ce toolkit-là, c'est celui qui nous a permis de faire cette itération de l'appli, dans laquelle je pense que dans ce que j'ai commité la dernière fois, j'avais débranché les maps, mais croyez-moi, s'il marche sur React et sur Angular, ça marche encore mieux sur Polymère. Je vous le montrerai ensuite si vous voulez. Ce que je voulais surtout vous montrer de Polymère, c'est la logique. La logique de Polymère est simple. Dans ma page principale, la seule chose qu'il y a, c'est un composant application. Merci beaucoup. Et dans ce composant application, voilà, on va utiliser ce toolkit, c'est-à-dire toute une bibliothèque de composants qui nous permet de faire de façon déclarative, toujours de façon polymère, les composants de routage. Il va écouter la barre d'adresse et il va nous choisir les routes qui vont bien. Des composants pour faire le layout de la page, pour faire le layout en mode responsif, parce que si je ne me suis pas trompé avec la version que j'ai mis là, voilà, sans que j'aille à me soucier de ça, pas comme avant, il va gérer lui-même. Non, je voulais le mettre sur le côté. Il va gérer lui-même les côtés responsifs des choses. Je vais le mettre. Oh, ça va aller. Je pense qu'il le voit. Me constitue. Voilà. Et on a quelques instants. Voilà. Donc, effectivement, tous les parties qui avant en polymère, on disait, ouais, mais c'est mieux de prendre Angular ou d'autres technos et faire le squelette de l'appli et on fait des polymères que pour les composants métiers, maintenant ça devient de moins en moins vrai. Et surtout, et même, étant donné qu'on a 5 minutes, j'ai fait un petit parenthèse, si vous avez entendu parler de Progressive Web App, des applications web qui profitent des capacités de terminal comme les service workers et d'autres choses pour faire des vrais modes offline et d'expériences semblables aux natifs. On peut demander, qui connaît? Qui a entendu parler de Progressive Web App? Oh, c'est pas mal. Ouais.
Et donc, avec Polymer, quitte à faire les toolkits, ils ont fait tout le nécessaire pour que la création d'une appli Polymer soit progressive par défaut. Donc, il y a un service worker qui est instancié, il y a un manifeste qui est créé pour permettre à l'appli d'être installée sur les téléphones ou sur les pages de... Toutes ces parties-là que normalement, sur d'autres technos, tu dois les faire à la main, maintenant, ils sont dans les nouveaux toolkits. Donc, on peut faire une implémentation de notre même appli parfaitement complète en Polymer. Ça marche, là, si je me mets offline? Mais pas celui-là, parce que comme j'ai enlevé les maps, j'ai enlevé toutes les définitions sont cassées. Mais il sera sur le GitHub de que j'aurai... Voilà, c'est pas bien d'essayer de commiter dans les 30 et te retrouves sans réseau dans un état bâtard. Donc... Alors, on avait aussi... On avait pensé à une autre implémentation, Skate, on n'a pas eu le temps de le faire. Mais si, tu l'as fait? Il y a eu le même problème de Git que ça. Je vais simplement de vous montrer quelque chose que vous devez regarder si vous aimez React. Skate.js est une autre bibliothèque pour faire des web components, mais de façon complètement différente à ce qu'on vous a montré à l'implémentation native ou à Polymer. C'est une implémentation basée sur un Virtual DOM et bien inspirée de React. Et donc, si vous voulez faire des web components, la bonne nouvelle, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plein de bibliothèques pour le faire. Il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez le faire de la façon qui vous convient le plus, mais tous ces composants-là vont pouvoir parler les uns avec les autres et avec votre framework de choix. Donc, si vous avez des applications à créer, si vous avez des applications à migrer, de maintenant, commencez à avoir les réflexes web components. Croyez-moi, les jours que vous ferez votre prochaine migration, vous allez penser à Cyril et Horacio et vous allez nous remercier. Alors, on peut peut-être donner des exemples de cas concrets. Je vous ai montré la mire de tente, par exemple. Donc, c'est un vrai cas d'usage qui est utilisé donc, chez un client en production. Un autre exemple, par exemple, c'est qui a déjà utilisé reCAPTCHA. Là, vous savez, pour la case chiante, la cocher, là. En JavaScript, le mettre en place dans un projet, c'est un peu chiant. C'est comme la Google Maps, il y a 50 API à appeler, il faut écouter les callbacks. Et on s'était dit, donc, dans le cadre d'un projet, pareil, les différentes équipes de développement utilisaient souvent le reCAPTCHA. Et on leur a dit, la balise, c'est un bon exemple. Plutôt que de devoir télécharger la librairie et de faire les callbacks JavaScript, là, on ne cherchait pas forcément la réutilisabilité, on cherchait la simplicité. C'est-à-dire qu'on a simplifié le processus d'utilisation du reCAPTCHA en le wrappant dans une balise. Et maintenant, dans un formulaire, il suffit de coller cette balise et on a un reCAPTCHA qui s'affiche avec les calls. Donc, je lui donne des attributs et j'écoute ces événements. Et il peut l'utiliser dans toute l'implémentation. Mais bon, étant donné qu'il nous reste à peine 5 minutes, je pense que c'est peut-être plus intéressant presque d'arrêter là et d'essayer de répondre à quelques questions. Oui, je sais que tu aimes bien parler, bon, presque autant que moi au moins. Moi, est-ce qu'on vous Mais j'aimerais bien les faire parler eux. D'accord. J'aimerais bien qu'ils nous posent des questions, qu'ils nous challengent aussi un petit peu, qu'on soit obligé de dire, ça, je ne sais pas. Juste, on demande si on a convaincu ou pas. Voilà, déjà c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont convaincus que c'est une bonne chose de faire des web components? Ou qui a au moins envie d'essayer? Ouais, bravo. Merci. Et maintenant, est-ce que vous avez des questions? Oui, la balise import. L'import. L'import. Il faut les polyfills. Ou les polyfills. L'histoire est relativement simple. Ils ont commencé à le faire et l'import, c'est relativement compliqué parce qu'il faut savoir que tu peux importer la même bibliothèque dans 25 composants différents et il ne faut pas qu'il soit chargé 25 fois. Donc, il y a des déduplications. Ils avaient commencé à le faire, ils n'étaient pas satisfaits de la solution au moment où JavaScript 2015 était sorti. Et on se dit, là, il y a des modules. Grosso modo, les navigateurs vont être obligés de s'implémenter ce module JavaScript. Et c'est le même combat. Il ne faut pas l'importer deux fois.
Donc Mozilla a dit, en attendant, on ne va pas faire le même boulot des fois, on va attendre voir comment tous les navigateurs résolvent les modules. En attendant, soit tu utilises ta bibliothèque de modules favorite pour ça, soit tu utilises ton polyfill favori pour les imports, mais nous, on ne va pas faire un pas vers ça. Donc aujourd'hui, nous, on aime bien utiliser l'import parce qu'il est d'un côté natif en Chrome et le polyfill pour Firefox, le polyfill pour tous les navigateurs, il est très petit et efficace. Demain, si tous les navigateurs se mettent d'accord que ça sera le même mécanisme d'import que JavaScript et que la balise import donc, va être remplacée par une balise module, ça se fera, je pense personnellement, ce que je crois comprendre, c'est que la syntaxe au moins restera, même si derrière, ça sera un appel à un import natif dans le moteur JavaScript en Firefox ou en Chrome, ils utiliseront leur propre implémentation, grosso modo. Oui. Les modules, le problème, ouais, à nouveau, je vais presque redire ce que j'avais dit, c'est qu'ils sont extrêmement complexes à mettre en route. Surtout que les modules, la déduplication est encore plus complexe parce que c'est des trucs qui viennent de NPM, donc avec une structure de répertoire qui n'est pas à plat. Là, quand il s'agit de composants qui viennent via Bower, au moins tout est à plat. Sur NPM, non. Donc, actuellement, il n'y a aucun navigateur, ni Chrome, ni Firefox, et moins encore les autres, qui a encore sorti une implémentation. Et tout le monde utilise des polyfills, soit les AMD, soit les CommonJS, soit les imports pour faire ce type de choses. Il y a Webpack, de toute façon. Voilà, et beaucoup, ce qu'ils font, c'est on oublie les problèmes en faisant que c'est le serveur qui nous facilite la vie via Webpack. Mais c'est aussi une sorte, entre tous les guillemets, de polyfilo d'astuce, quoi. Ce n'est pas la solution qui devrait arriver quand ECMA 6 sera pleinement supporté par tous les navigateurs un jour, espérons. Oui? Non, tu as raté ton tour, tant pis. Mince alors. Est-ce que s'il y a un composant web que j'ai déjà intégré dans mon application quelque part, mais je veux la réintégrer à un autre endroit, mais qui se comporte un petit peu différemment, est-ce qu'on peut les surcharger ou alors est-ce qu'il faut réécrire complètement à chaque fois? Sur la spécification, il y a l'héritage des composants sur la spécification. Donc actuellement, si tu suis la spécification Custom Element 1.0, sauf que ce point-là, c'est le seul point que Safari a décidé de... On fait la spécification Custom Element de début à la fin, sauf pour l'héritage, parce que pour nous, c'est un problème de sécurité. Donc il y a une discussion épique sur GitHub qui fait quelques centaines de posts pour à la fin dire de toute façon, c'est notre produit et on ne le fera pas. Conclusion, toutes les bibliothèques de Web Components, en commençant par Polymer, ils vont implémenter à 95% la spécification et ils vont laisser de côté l'héritage pour que ça marche partout. Et aujourd'hui, quand on veut faire de l'héritage en Web Component, on fait plutôt de la composition. On fait un héritage par composition en général. Puis c'est mieux. C'est vrai que même... C'est plus propre en général, voilà. même si pour quelqu'un qui vient d'un monde orienté objet, ça peut être plus antinaturel, ça marche très bien pour les composants. Oui. Ben non, ça marche pas. Ah si. Donc en fait, en voyant les web components tels que vous les avez présentés, T'es convaincu? Pense, ouais, carrément. Hein. De toute façon, déjà on travaille sur Angular 2, donc c'est vrai qu'on a pas mal l'habitude. Il y a une question qu'on se pose, c'est par rapport à tous les systèmes d'injection de dépendance, quand on a des besoins de services particuliers pour, par exemple, du render, des requêtes d'API, comment ça peut s'implémenter de manière à ce que demain je puisse me dire, bon, bah, mon service, mon component, je vais le passer sur React, sur Polymer, etc. Pour le côté API, par exemple, on peut te montrer ce qu'on a fait côté Polymer. En gros, tout est des composants web. Il y a un composant, Polymer dans ce cas, c'est celui qu'il utilise, qui s'appelle Iron Ajax, qui fait des requêtes API. Et je l'ai enveloppé dans un People Service. En gros, mon People Service, c'est le composant qui me sert à appeler mon API côté serveur pour récupérer la liste des personnes, la personne selon un ID, faire un update personne. Et c'est un composant donc, qui va avoir les différents composants qui font l'appel REST et les différents listeners d'événements. Qu'est-ce que j'ai fait avec la réponse? Comment est-ce que j'ai créé ma requête? Donc, ce type de mécanisme
s'applique de la même façon pour tout en général. Tout est des composants, donc si tu as besoin d'une API, bah, tu fais déjà, tu trouves un composant pour faire les différents appels et tu te fais un service, l'équivalent de qu'un Angular serait un service, que c'est un composant qui connaît tous les détails de l'API, qui sait comment il fait pour faire les requêtes, qui sait comment il faut faire pour récupérer les réponses et que, grosso modo, va envoyer les événements au reste de l'appli quand les réponses arrivent avec la bonne réponse informée. Mais D'accord, c'était donc ça en ta fait, question ou c'était comment en fait, j'utilise Angular? C'était par rapport à l'injection de dépendance, mais Oui. donc je pense qu'en fait, au final, le moyen de résoudre cette problématique, ça va être d'embarquer notre service avec notre web component, en fait. Voilà. En D'accord. gros, c'est la... Bah, ça aujourd'hui, c'est la meilleure façon dans un monde de composants. Il n'y a pas toutes les structures qu'il y a autour dans un framework pour te faire de l'injection de dépendances, pour te faire toute une série de services qui sont déjà câblés. En gros, tu vas dans une structure plus découpée modulairement. Je peux dire un truc, s'il te plaît? Bah oui. Merci. On a dans ce qu'on t'a montré là aujourd'hui, il y a deux bons exemples de ça. Tu as la Google Map, par exemple, c'est un composant qui peut être très complexe, mais qui n'a aucune connaissance de ton framework Angular 2. Donc ce qu'on a fait, ce qu'on vous a montré, c'est que la Google Map est mise dans un composant Angular 2, et toute la logique est dans Angular 2, et je fais des repeats, et je donne de l'information au composant. Donc ça va être un composant un petit peu bête, qui te fait juste d'afficher de la donnée, de fournir un service. Pour répondre à ta question, il y a un autre composant qui fait plus ce que tu penses, je pense, c'est la mire de tente. La mire de tente, elle paraît simple comme ça, c'est ce que je vous disais, mais c'est un mini composant MVC. C'est-à-dire qu'il y a un service qui fait des appels Ajax au serveur, il y a des formulaires qui peuvent s'enchaîner selon que je crée un compte, que je reset un compte ou que je veux juste me loguer. Il y a un mini-routeur qui dit bah, tu t'es affiché, tu t'affiches en mode logué, en mode pas logué. Donc tu vois, ça peut être un composant très complexe qui fait des appels Ajax, qui gère un modèle de données qu'on peut récupérer quand on est authentifié. Donc c'est à toi de choisir, est-ce que la logique, elle doit être dans ton composant, ou est-ce que ton composant va s'intégrer dans ton framework et ton framework va proposer la logique? En tout cas, voilà, il n'y a pas une injection de dépendance telle quelle, il y a une injection de composants. Tout est orienté autour de ce concept. On a le temps pour une autre question? Bah, s'il y a une autre, Oui, tant qu'on j'avais nous une a pas dit question. d'arrêter. J'avais une question par rapport Oui. au test unitaire des web components. Ah, quelle bonne question. Ah, Je vais répondre. bah voilà. J'ai pas... Attends, alors vas-y, parle un peu parce que je vais montrer... En gros, test unitaire de composants, il y a côté polymère parce que, voilà, quand tu fais des composants, tu peux faire des tests, grosso modo, comme tu ferais avec n'importe quel autre bout de JavaScript, HTML, mais concrètement, dans le monde de polymère, ils ont préparé quelques composants pour tester, pour faire juste toute la partie test de tes composants en mode développement. Donc, il y a une web app tester et ça permet de définir tes tests et de les exécuter, mais je laisse notre ami... En fait, la difficulté avec un web component à tester de façon unitaire, c'est que le web component, il a non seulement de la logique, donc c'est ce qui va se retrouver dans le JavaScript, ce qu'on fait dans le test unitaire de façon assez classique, mais il a aussi un rendu. Et surtout, le web component, il est fait pour exister dans une page. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, mes tests unitaires, je dois être capable d'instancier mon composant dans une page et après utiliser un framework de test. Donc les équipes de Polymer ont fourni un mini framework qui s'appelle Web Component Tester. L'idée, c'est de dire, vous voyez, je suis dans une page HTML, donc je vais utiliser le Web Component Tester. Je vais mettre mes composants qui représentent mes différentes cas de test. Donc là, je suis en train de tester mon fameux composant reCAPTCHA. J'en crée plusieurs parce qu'ils vont, selon les paramètres, je vais vouloir tester différentes situations. Et après, j'utilise, alors ils s'appuient sur Mocha, Shai et Sinon. Donc j'ai les mêmes API de test que j'ai en test unitaire classique et je vais faire des describe. Vous voyez, donc là, je vérifie que mon élément, il a bien la propriété setKey qui vaut la valeur que je lui ai passée. Et je vais être capable, comme ça, de dérouler tous mes tests unitaires sur mon composant. Donc c'est vraiment des tests unitaires. La seule petite astuce, c'est qu'on les fait vivre dans une page HTML. Avec un composant qui nous aide à faire ça. Voilà. Juste une dernière question, s'il vous plaît. C'est dans React, on fait de l'import. On importe normalement les composants avant de les utiliser dans la fonction renderer. Oui. Et j'ai pas vu tout à l'heure comment vous avez fait pour importer le logging.
Est-ce que Si, on l'a. Si. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a importé dans le render, je pense. Je Ou crois. dans la page HTML peut-être. Et je crois qu'il était dans la page HTML, mais Alors, React, tac tac, mon login, il est où? Donc dans la page, bah si tu vois le render, l'import il est là, dans le render. et c'est un import HTML que suit voilà, que derrière il utilise les polyfills sur Firefox, etc. Mais j'aurais pu le mettre dans l'index HTML. En fait, les imports, on peut les laisser à n'importe quel moment. Comme il y a la déduplication en plus, bah, ça ne va pas vous provoquer de problèmes. Bon, bah, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné envie de tester les composants web, que la prochaine fois que vous ferez une appli, vous penserez à nous. tester au moins. À nous aussi, bien évidemment. On est assez narcissique pour ça. En tout cas, c'était un plaisir d'être ici avec vous et merci beaucoup. Merci.